soir, la guerre est entrée dans une nouvelle dimension. Ce soir, Vladimir Poutine défie les Occidentaux dans un discours véhément à Moscou en revendiquant les régions ukrainiennes annexées comme pleinement russes. Nous entendrons ici le représentant russe à Paris, Alexandre Makagonov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Nous entendrons aussi la réaction de l'Ukraine ce soir. Elle ne s'est pas fait attendre et elle est très nette et elle marque une progression. Le président Volodymyr Zelensky lance un appel solennel. Il veut que l'Ukraine se place le plus vite possible sous la protection de l'Alliance Atlantique face à la menace russe. Il demande l'intégration de l'OTAN selon une procédure accélérée. Et puis on entendra dans quelques instants aussi la réplique de Joe Biden au président Poutine. Mais d'abord, l'événement, c'est cette mise en scène à Moscou, cette officialisation de l'annexion des territoires ukrainiens ramenés à la Russie après ce référendum qui ont été organisés, annexion rejetée par la communauté internationale et référendum également jugé invalide. Voilà, on voit ces images, ce sont les représentants des républiques que la Russie entend remettre dans son giron. Est-ce que pour vous, M. Makagonov, c'est dès maintenant du territoire russe à égalité de tous les autres ? Dès maintenant, et c'était déjà annoncé haut et fort par les autorités russes. Donc là, maintenant, dès aujourd'hui, c'est la Russie, avec tout ce qui en découle. Donc c'est-à-dire au niveau de sécurité, au niveau de tout. Est-ce que ça veut dire que la défense de ces territoires, de votre point de vue, y compris nucléaire, est la même que pour le reste du territoire ? Bien sûr, c'est la Russie. Désormais, c'est la Russie. Est-ce que vous êtes conscient du risque d'escalade que ça représente dans beaucoup de capitales ce soir ? On le souligne. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon pays, il ne veut pas d'escalade. Là, par la voix du président Poutine, je crois que c'était dit assez clairement. Nous avons dit que la Russie, si vous vous souvenez, il a appelé l'Ukraine à arrêter tout de suite les hostilités, à arrêter cette guerre qu'il a commencé, que le régime de Kiev a commencé en 2014, et la Russie est ouverte aux négociations. Vous voyez, on ne veut pas d'escalade. Monsieur Macron, comment est-ce que vous voulez dire que nous ne cherchez pas l'escalade alors que vous annexez unilatéralement ces territoires ? Redessiner les frontières entre les puissances, quand ça se fait, c'est après une guerre, après des négociations. Ça n'est pas un préalable, c'est un acte de guerre. Tout d'abord, en ce qui concerne la terminologie. Quand vous dites annexer, quand vous employez le terme annexion que vous aimez tellement, tous les médias occidentaux, les politiques occidentaux, annexion, mais écoutez, qu'est-ce que c'est sinon une annexion ? Mais ça se fait toujours par la force. Annexion, par exemple, un bon exemple d'annexion, c'est l'Anschluss, annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Ou la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, 38% de territoire annexé d'un coup par un accord tacite, voilà, etc. Là, ici, les gens qui ont voté avec une majorité écrasante qui a dit oui à ce rattachement à la Russie, au retour à la grande famille russe, et vous dites annexion. Mais c'est absolument incompatible. Le terme est absolument incompatible avec la réalité. Qui approuve ces référendums ? Dans toutes les capitales du monde, à de minimes exceptions près, on souligne le caractère anormal des procédures de vote, le fait que des gens, on va entendre le père Desbois qui le dit, des gens ont dû voter même sous la menace d'armes. Vous savez, pour nous, l'approbation par les capitales européennes ou mondiales, ce n'était pas une chose hyper importante, parce que pour nous, tout d'abord, ces référendums, c'était la question de survie des gens qui peuplaient ces territoires et qui habitent sur ces territoires et qui habitent sur les bombardements, le Donbass depuis 2014 et les régions de Kherson et de Zaporogie depuis tous ces mois-là, depuis le début de l'opération militaire. Pardon, avant d'aller plus loin, vous n'y croyez pas vous-même. La Russie, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, évidemment que la Russie ne peut pas être un État paria, à moins que vous l'assumiez. Est-ce que vous assumiez d'être un État paria ? Non, mais c'est impossible. C'est impossible d'isoler la Russie, de la rendre un État paria, parce qu'un pays qui couvre 17 millions de kilomètres carrés de surface, qui s'étend de la mer Baltique jusqu'au Pacifique, avec la population de 150 millions d'habitants, le premier producteur des matières premières et des produits alimentaires clés, de base, à caractère vital, mais comment vous pouvez isoler ce pays ? Et cependant, est-ce que ça n'est pas le cas de fait ? Ce soir, quelles sont les nations qui reconnaissent votre référendum, votre annexion ? Pour nous, la chose la plus importante, c'est que la Russie reconnaît ces référendums et c'est que la population a voté oui. Ça, c'est la chose primordiale, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qui joue en ce moment, c'est ça qui crée l'histoire en ce moment. Même pas la Chine. La Chine qui a marqué des sympathies à votre égard, qui a surtout marqué beaucoup d'antipathie aux États-Unis, mais même la Chine ne reconnaît pas cette annexion. Mais
chaque pays a sa position. On ne peut que comprendre ses positions, les respecter. Mais je vous dis, c'est notre position qui prime. C'est la position de la Russie. Écoutez le commentaire, la réplique de Joe Biden, le président des États-Unis. Ce soir, c'était il y a quelques minutes, on l'a suivi sur LCI. Il répondait directement au président Poutine. Cette comédie qu'on a vue ce matin pour montrer la soi-disant unité, les peuples qui se tiennent la main, les États-Unis ne reconnaîtront jamais cela. Et le monde ne reconnaîtra jamais cela non plus. Il ne peut pas s'emparer du territoire de ses voisins impunément. Et nous allons maintenir le cap, nous allons continuer à fournir de l'équipement militaire à l'Ukraine pour que le pays puisse se défendre, puisse défendre son intégrité territoriale. Monsieur Makagonov, comment est-ce que vous recevez cette réaction ? Vous savez, juste un petit exemple historique, par exemple, les États-Unis ne reconnaissaient pas les pays baltes au sein de l'Union soviétique, les républiques baltes. Donc là, ça n'a pas empêché aux États-Unis de développer la coopération avec l'Union soviétique. Donc là, cette réaction, rien d'extraordinaire dans cette réaction. Vous croyez vraiment que les Occidentaux vont revenir à Vladimir Poutine ? Non, mais c'est pas ça. C'est tout simplement ces réactions en ce qui concerne les États-Unis, l'Europe, l'OTAN, etc. Bon, c'était attendu, bien sûr. Comment ils peuvent reconnaître ça ? Ils peuvent reconnaître, par exemple, la décision du Parlement de Kosovo qui a été prise, vous savez, à la hâte et sans demander l'avis de qui que ce soit qui peuple le territoire de Kosovo. Donc là, oui, on peut le reconnaître tout de suite. Mais en ce qui concerne les référendums organisés selon tous les standards, toutes les normes de démocratie et selon tous les standards du droit international, là, vous le mettez en doute. On va entendre dans un instant le père Desbois, c'est un des meilleurs spécialistes d'abord de la Shoah à d'autres époques historiques et aujourd'hui des droits humains et il contredit ce que vous dites sur la tenue du référendum. Mais avant d'en arriver là, quel est le danger aujourd'hui nucléaire dès lors que ce territoire, à vos yeux, est russe? Encore une fois, la quasi-totalité de la communauté internationale le conteste. Est-ce que la défense nucléaire sera exactement la même? Dans quel sens vous voulez dire la même? Pour vous, est-ce que la défense nucléaire de Zaporijjia... ça fait partie de la Russie désormais. Donc là, la défense nucléaire s'étend aussi sur ce territoire, logiquement. Nous l'avons déjà dit aujourd'hui. Donc là, c'était souligné par le porte-parole du Kremlin au niveau de sécurité, au niveau de tous, c'est les territoires russes, avec tout ce qui en découle. Ce soir, Volodymyr Zelensky réagit. Il dit dans ces circonstances, nous voulons que l'Ukraine entre plus vite dans l'OTAN selon une procédure accélérée. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, qu'est-ce qui se passe? Depuis le début de l'opération militaire, et avant aussi, Zelensky, il exprimait ses ambitions d'entrer dans l'OTAN et demandait l'OTAN d'accueillir l'Ukraine à bras ouverts le plus vite possible. Là, maintenant, il le fait de nouveau. Mais vous savez, nous, en Russie, nous avons l'impression qu'il fait tout pour inciter l'OTAN contre la Russie et pour provoquer le début de la Troisième Guerre mondiale, guerre nucléaire, en tout cas, Troisième Guerre mondiale. C'est le choix souverain de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont souverains. Vous le reconnaissez, leur souveraineté? On reconnaît leur souveraineté, mais lorsqu'on parle de la souveraineté ukrainienne, c'est une notion plutôt relative, parce que le pays qui est contrôlé de l'extérieur, qui est géré de l'extérieur, le gouvernement fantoche qui est contrôlé absolument par ceux qui tirent les ficelles de loin, qui sont loin, mais qui sont toujours présents sur place. Vous considérez que le gouvernement actuel de l'Ukraine est fantoche? Mais écoutez, c'est le gouvernement fantoche qui est venu au pouvoir par un coup d'État absolument illégitime. Il a été élu. Ce président a été élu. Qui est des influences que les pays, que les puissances, les États-Unis ont des influences, voilà, la Russie en a, toutes les puissances en ont. Mais à l'arrivée, il y a bien des élections. Des élections, très bien. Mais revenons rembobinons un petit peu. Revenons en 2014, lorsque ce régime est venu au pouvoir, est accédé au pouvoir, grâce, entre guillemets, au coup d'État armé, sanglant et absolument illégitime. Comment vous pouvez croire que ce régime, quelle est la légitimité de ce régime s'il a surgi comme ça, déjà, dans ces circonstances-là? Puis, lorsque vous parlez de la légitimité du président Zelensky, par exemple, il a été élu. Mais il a été élu dans quelles circonstances? Lorsque les régions de Donbass, qui étaient, à l'époque, au centre de l'Ukraine, c'était l'Ukraine, la Russie ne les reconnaissait pas. Donc là, l'indépendance n'était pas reconnue. 3 millions d'habitants n'ont pas eu l'occasion de voter. On les a privés de cette occasion. Quoi qu'il en soit, vous pouvez dire toutes les choses du monde. Ce soir, c'est plutôt l'Ukraine qui vous claque la porte au nez. Ce soir, le président Zelensky dit, c'est un des développements de la soirée, nous ne traiterons plus avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça n'est pas le signe de votre faiblesse? Écoutez, mais les déclarations de M. Zelensky, elles sont très
Ils sont régulières, vous savez, parfois l'une contredit à l'autre, etc. Peut-être demain, il changera l'avis. Donc aujourd'hui, il réagit comme ça. Ce chapitre, je me permets de vous rappeler que vous Croire à la avez, lettre à ces yeux dans les déclarations. yeux des Français et des autres nations, vous aviez dit avant l'invasion que vous n'alliez pas envahir l'Ukraine. Donc au Et chapitre vous des savez, changements... vous savez pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment, on espérait la solution diplomatique de ce qui s'est passé, de cette situation qui était dans l'air déjà. Vous savez, cette électricité dans l'air. Jusqu'au dernier moment, là, même à la veille de cette opération militaire, on demandait au régime de Kiev de retirer les troupes et de les éloigner de la ligne de contact avec le Donbass. Ils massaient plus d'une centaine de milliers de leurs soldats, une moitié de Quelques mois l'armée. plus tard, la réalité de ce que vous commettez dans les territoires, évidemment, Mariupol, Boutcha, on peut en reparler, mais ce qui se passe là, ces derniers jours, dans les territoires que vous avez annexés. Écoutons le père Patrick Desbois, c'est un homme au-dessus de tout soupçon, il a étudié la Shoah par balle, notamment d'ailleurs dans l'Ukraine, y compris des responsabilités quand elles étaient ukrainiennes, mais aussi russes, soviétiques en général, et évidemment d'abord nazis, ce qu'il dit sur le déroulement du référendum. De nombreuses personnes disent une urne est arrivée dans ma maison et derrière, il y avait un homme en armes. Donc, j'ai voté ce que j'ai pu. D'autres ont vu que des papiers étaient mis dans les urnes sans aucune coche. Donc, on ne sait pas ce que c'est devenu. Qu'est-ce qu'il en est du contrôle par les forces pro-russes, le contrôle des votants? Le contrôle des votants est militaire partout. Les gens disaient que lorsqu'on va au médecin, lorsqu'on va à la pharmacie, normalement, il n'y a pas d'homme avec une mitraillette. Et là, il y avait un homme avec une mitraillette chaque fois qu'on allait voter. Donc, les gens comprenaient bien qu'ils étaient menacés. Par ailleurs, beaucoup de gens ne sont pas sortis de chez eux de peur d'être enrôlés dans l'armée russe. Vous me disiez, il y a beaucoup de témoignages en ce sens-là. Le fait que désormais, ils peuvent être mobilisés, mobilisables, compte beaucoup. Oui, je connais une famille, leur fils a 40 ans, il n'est plus sorti depuis des mois et il se cache parce qu'il dit si je sors, ils vont m'envoyer dans l'armée russe. Donc tous ces gens-là n'ont pas voté. Est-ce que de fait, il y a une forme de séparation de la population qui se crée avec ce mouvement de population? Oui, je crois que les gens qui veulent rester ukrainiens, pour le moment, se cachent. Ils se terrent dans leur maison parce qu'ils ne veulent pas perdre leur maison. Ils sont coincés entre perdre leur habitation et prendre le drapeau russe. Monsieur Makagolov, est-ce que ça n'est pas accablant pour vous, la Russie? Mais vous montrez un avis en particulier, c'est vraiment un cas isolé, mais pourquoi vous ne montrez pas, par exemple, les commentaires des observateurs étrangers, des observateurs internationaux qui sont venus vraiment très nombreux pour justement surveiller comment ça se passe au niveau de vote, etc. Donc là, il représentait plus d'une vingtaine de pays. On a vu ces images Il y avait de gens 130 observateurs et pour vous ne montrez aucun commentaire. qui pour voter avaient un classeur. Ils avaient un classeur simplement comme ça pour voter. Vous savez bien que ce ne sont pas les normes internationales. Oui, mais le fait que la Russie soit quand on vote occupante, par la poste, par exemple. le fait que la Russie soit puissance occupante, déjà rend ce référendum caduc. Non, mais occupante qui occupe quoi? Occupante, pour nous, c'est, vous savez, on dénature absolument les termes. Pour nous, c'est pas l'occupation des territoires. Pour nous, c'est la libération des territoires. Nous avons libéré ces territoires. Les gens qui ne veulent pas lier leur destin avec la Russie, qui ne veulent pas rester là, ils sont tous partis. Donc là, les gens, d'où viennent ces chiffres de vote? Mais parce que tous les gens qui sont restés sur ce territoire, ils veulent lier leur destin, ils veulent lier leur vie avec la Russie. Est-ce que c'est la fin de vos ambitions territoriales en Ukraine? Est-ce que vous allez vous arrêter là? Écoutez, mais les conquêtes géographiques dans l'Ukraine, par exemple, ne font pas partie de nos objectifs. On n'a jamais dit qu'on veut... Vous avez bombardé Kiev quand même, pardon. Vous avez quand même bombardé Kiev. Vous n'êtes pas arrivé par hasard à Kiev. On n'a pas bombardé Kiev. Si, il y avait bien sûr, oui, il y a eu des bombardements russes à Kiev. C'était contre les objets d'infrastructures militaires. Des immeubles, pardon. Personne n'a jamais bombardé les bâtiments. Civils, des immeubles, non, on ne peut pas dire ça, M. Makagolov, c'est pas vrai. Non. Des immeubles ont été bombardés à Kiev. On les a vus de nos yeux, c'est pas une théorie. Il faut toujours savoir d'où vient le tir d'abord. Vous dites bombarder les immeubles, etc. Il y a beaucoup de... Vous croyez vraiment que l'Ukraine a bombardé Kiev? Vous savez, l'Ukraine qui bombarde les centrales nucléaires à Zaporozhye, franchement, on ne s'étend plus à rien. Hein. Monsieur Makagolov, aujourd'hui, le danger nucléaire, ce que dit votre président sur sa lecture du fait nucléaire, c'est évidemment un des points centraux qui était sous l'attention des Occidentaux. Écoutez-le, vous expliquerez.
Les pays occidentaux répétaient pendant des siècles qu'ils apportaient la liberté et la démocratie à d'autres pays. Mais tout ceci se trouve complètement contraire. Au contraire, ils oppriment au lieu de libérer. Ils asservissent au lieu de libérer. Et ce discours est faux. C'est une tromperie et de l'hypocrisie. Les États-Unis est le seul pays au monde qui a utilisé à 2 reprises l'arme nucléaire contre Hiroshima et Nagasaki. Ils ont créé un précédent d'ailleurs. Monsieur Makagonov, que veut dire d'abord cette allusion dans le fait que les États-Unis ont utilisé l'arme nucléaire à Hiroshima? C'est le constat historique. C'est le constat Oui, ça c'est certain, mais pourquoi Vladimir Poutine le dit de cette façon-là? Qu'est-ce qu'il entend par là? Mais parce que quand le monde occidental, tous les pays ensemble, se dépêchent pour accuser la Russie d'une menace nucléaire, etc., tout le monde développe ce sujet dans les médias, les politiciens, etc. Mais quelle menace nucléaire? On n'a jamais mentionné, je sais pas, une attaque éventuelle nucléaire, etc., etc. On ne fait que se défendre. Donc quand Poutine dit nous serons prêts à utiliser tous les moyens à notre disposition, ils ne prononcent jamais le mot nucléaire. Par contre, les États-Unis, c'est le seul pays au monde, le premier et le seul pour le moment, Dieu soit loué, qui ont utilisé les armes nucléaires dans la vie réelle. Je me permets de vous rappeler que dans les premiers jours après l'invasion, l'agression que vous avez commise en Ukraine, le président Poutine a mis en alerte, c'était sa formule, mis en alerte les forces nucléaires. Qu'est-ce que c'est sinon une menace? Ce fond de déclaration de certains représentants officiels occidentaux, mais bien sûr, on était obligé de le faire, parce que là, on nous faisait quelques allusions comme quoi l'arme nucléaire pourrait être utilisée contre nous. Donc vous savez, c'était de loin, c'était fait, disons, gentiment, mais quand même, nous avons compris que... Qui a dit ça, d'après vous? Oui, écoutez, par exemple, les premiers jours de l'opération militaire, lorsque Joe Biden a dit si ce n'est pas les sanctions, ce sera la Troisième Guerre mondiale. Donc là, pour lui, c'est soit les sanctions, soit la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas de solution diplomatique. Vous voyez, mais la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. Et est-ce qu'on assiste ce soir à la fin d'un monde 1945, même s'il y a eu ensuite la guerre froide, vous étiez à la table des vainqueurs ensemble, avec les États-Unis. Est-ce que c'est la fin de ça auquel nous assistons? Mais peut-être qu'on assiste à la naissance d'un nouveau monde, d'un monde plus juste, plus démocratique, plus prévisible, plus stable. Mais on va y arriver. Maintenant, on vit une étape assez difficile, assez tumultueuse, mais bon, on va y arriver. Qu'est-ce que vous a fait plus juste? Regardez la liste des pays qui sont proches du vôtre. La Chine, qui viole les droits humains à une échelle colossale, ceux des Ouïghours, ceux des opposants, etc. L'Iran, qui en ce moment massacre sa propre population, notamment les femmes et les opposants, etc. Ce sont vos alliés? Écoutez, mais vous parlez vraiment des choses, mais pourquoi vous ne parlez jamais des cas extrêmes, mais vraiment plutôt qui sont liés avec les pays du monde occidental? Par exemple, lorsque les pays occidentaux, les États-Unis, les pays de l'OTAN, qui considèrent certains pays pas trop démocratiques ou non démocratiques, rasent ces pays de la carte du monde, ou les bombardent en tuant des milliers de civils, vous ne parlez pas des droits humains. Pourquoi? Quoi qu'il en soit. Si, on a dit sur ces plateaux que la guerre d'Irak, encore maintenant, par exemple, les mensonges américains dans la guerre d'Irak pesaient sur la conscience internationale. Mais là, il s'agit de la Russie. La guerre d'Irak ne justifie pas pour autant l'agression que vous commettez contre l'Ukraine. Vous savez, vous voulez toujours éviter vraiment toute accusation. Mais vous parlez de l'Irak, c'est un cas isolé. Mais pourquoi vous ne parlez pas de toute une série de cas comme ça, en commençant par Yougoslavie en 1999, puis l'Irak 2003, puis la Libye, puis la Syrie, l'Afghanistan. C'est toute une séquence d'événements, et là, personne n'en parle. C'est la Russie qui est coupable de tous les maux du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on est entré dans une guerre de civilisation? Est-ce que deux mondes s'affrontent? Mais, vous savez, c'est pas la Russie qui a commencé à reconstruire ce mur de Berlin, c'est l'Occident qui fait tout pour se diviser, se détacher de la Russie, vous savez, pour que le rideau de fer se rétablisse à nouveau. Et puis, je ne sais pas vraiment quel sera l'avenir de ce monde. Si on veut essayer de comprendre votre logique, même en toute bonne foi et sans du tout de procès d'intention, la Russie avait des atouts, elle a des atouts. Un immense territoire, des ressources naturelles, votre président l'a rappelé encore aujourd'hui, des ressources d'intelligence. Vous pouvez vous battre avec des armes pacifiques. Les États-Unis, ils utilisent aussi les services secrets, les États-Unis, ils ont des jeux d'influence, ils font de l'écoute illégale, on le rappelait tout à l'heure, mais oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ils amènent la guerre en Europe.
Écoutez, mais les États-Unis, lorsqu'ils le veulent, ils amènent la guerre où ils veulent. Dans les régions, dans les pays qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur territoire, sous un prétexte d'une menace de leur part. Quelle était la menace pour les États-Unis en ex-Yougoslavie, ou en Irak, ou en Libye? Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que les États-Unis sont devenus belligérants? Mais ils sont, en tout cas, ils sont très proches de ça. Donc, belligérance, c'est un terme plutôt juridique, c'est pas à moi de le classifier, mais en tout cas, tous les pays du bloc occidental, ils n'ont pas une position neutre. Ce soir, les États-Unis, Joe Biden, on va l'entendre dans un instant, parle de 13 milliards supplémentaires de nouvelles armes. La limite de la belligérance, qu'est-ce que ce serait? La limite de belligérance, mais imaginez, supposons qu'un jour les États-Unis vont livrer à l'Ukraine les pièces d'artillerie de longue portée, avec les missiles qui peuvent atteindre des grandes villes russes dans les régions limitrophes. Est-ce que ce sera un acte de belligérance? Peut-être oui, mais ça dépend de la situation, vraiment, ça dépend. Je ne suis pas militaire, je ne peux pas juger, mais bon, en tout cas, vous voyez, on n'est pas loin, on se rapproche à tout ça, c'est ça qui est inquiétant. Un cap est franchi ce soir en termes de guerre idéologique. On va entendre encore le président Poutine qui s'exprime en termes extrêmement durs, pas seulement sur la guerre de territoire, mais sur la guerre des valeurs, dit-il, en s'attaquant aux valeurs qu'il considère comme occidentales. On l'écoute, vous réagirez. Est-ce que nous voulons qu'ici, chez nous, dans notre pays, en Russie, au lieu de dire maman et papa, on dise parent numéro 1, parent numéro 2, parent numéro 3? Sommes-nous devenus fous? Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit apprise et transmise aux enfants qui les mènera à la dégradation, en expliquant qu'en plus de la femme et de l'homme, mais il existe d'autres genres où on leur propose des opérations pour changer de genre. Est-ce que nous voulons tout ceci pour notre pays et nos enfants? Tout ceci est inacceptable pour nous. Notre avenir est différent. Nous avons un autre avenir. Monsieur Makagonov, est-ce que vous vous sentez menacé par les valeurs occidentales? Pas menacé, mais en tout cas, c'est les valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est les valeurs qui ne sont pas les nôtres. Même dans notre constitution, il est fixé comme quoi le mariage, c'est une union d'un homme et d'une femme. Vous voyez, donc là, vous comprenez que nous avons tout à fait une autre logique, tout à fait une autre tradition historique, une autre mentalité. Mais c'est le droit le plus strict des Russes de voter comme ils le veulent. Personne ne veut leur imposer un autre code du mariage ou un autre code pénal ou un autre code civil. Pourquoi le président Poutine considère qu'il est menacé? En tout cas, mais vous voyez, la diffusion de ces valeurs, leur popularisation, entre guillemets, c'est une chose invisible, c'est une expansion invisible. Donc là, on se protège par les moyens, disons, législatifs et par d'autres moyens. Donc là, mais en tout cas, on se protège contre quelque chose qui n'est pas du tout à nous. Est-ce que vous vous rendez compte de comment ces propos résonnent? Il y a certains milieux, d'ailleurs, en Occident, qui les approuvent, certainement, des milieux d'extrême droite notamment, mais chacun chez soi, c'est vous-même qui le dites, il y a une forme là de guerre idéologique, comme si la Russie déclarait la guerre idéologique à l'Occident. La guerre idéologique, comment dirais-je, vous voyez, entre nous, la fossé se creuse encore et encore. Donc là, on pourrait vivre, cohabiter en quelque sorte tous ensemble sur la même planète, vous voyez, en respectant les valeurs, chacun les uns et des autres. Mais imposer les valeurs, quand les uns imposent leurs valeurs aux autres, qui ne sont pas les leurs en plus, comme dans notre cas, ça devient difficile. Vous voyez, c'est un instinct de survie en quelque sens. Mais encore une fois, en quoi votre survie est menacée? Vous êtes 150 millions, vous avez le plus grand territoire de la Terre, vous êtes libre d'organiser des élections. Il se trouve que la démocratie est très incertaine en Russie. On sait qu'il y a des violations très graves des droits humains en Russie. Mais vous êtes souverain chez vous, personne ne vous impose ces règles occidentales. Mais personne ne nous les impose, mais je vous dis, c'est une expansion assez, comment dirais-je, invisible. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à nous. On ne veut pas, notre société ne peut pas accepter ces valeurs. Elle ne peut pas même vivre dans l'univers de ces valeurs. Est-ce que vous doutez vous-même, franchement, quel âge avez-vous, M. Makagonov? 40. 40 ans, vous êtes parfaitement francophone. Vous vivez à Paris depuis combien d'années? Beaucoup. Vous avez l'impression que Paris est décadente par rapport à Moscou? Non, Paris, c'est une très belle ville. Pourquoi c'est une ville décadente? Mais quand on entend ce qui se passe Par contre, quand on étend la Tour Eiffel,
avant 2h45, ça c'est déjà un peu une tendance inquiétante quand même. On aimerait bien voir ce beau objet le plus long possible en lumière. Et voilà. Ça veut dire que vous comptez que les opinions occidentales vont se lasser de la guerre? C'est-à-dire À cause des restrictions, notamment des restrictions énergétiques, à cause du prix de l'énergie. Vous savez, la guerre fatigue. La guerre fatigue. Donc la question de savoir jusqu'au combien... Elle tue, pardon. D'abord, elle commence par tuer les Ukrainiens que vous avez agressés et vos propres soldats. Non, nous n'avons agressé personne, il ne faut pas vraiment inventer des choses. Comment est-ce que vous appelez ça, sinon, pardon? Écoutez, mais lorsqu'on nous a mis dos au mur, lorsque tous les moyens diplomatiques étaient épuisés, on n'avait pas d'autre choix. Parce que lorsque les troupes ukrainiennes, une centaine de milliers de personnes, se massaient tout au long de la ligne de contact dans le Donbass, on savait très bien que cette opération ukrainienne était inévitable, que des centaines de milliers de civils seront massacrés, avec la population de 3 millions dans le Donbass. Donc là, c'était évident, les rivières de sang. Monsieur Makagonov, On voulait d'abord quand bien terminer même, la guerre est-ce que civile ça n'est pas un dans le terrible Donbass. ratage, la Suède et la Finlande dans l'OTAN, le sursaut des Occidentaux, le sursaut des Européens. Aujourd'hui, cette aide tellement colossale des Américains en Ukraine, est-ce que vous n'avez pas raté votre coup? En ce qui concerne l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, mais imaginez si les États-Unis investissaient tout cet argent dans l'éducation, dans la science, dans la paix. Dans quel meilleur des mondes on aurait pu vivre? Non, mais ça n'a rien à voir. Tous les pays ont de la défense, et heureusement quand on voit que certains agressent les autres. Mais écoutez, est-ce qu'à votre avis, fournir les armes massivement, des tonnes de munitions, des milliers de pièces d'artillerie, etc., est-ce que ça rapproche la paix, à votre avis? Est-ce que ça rapproche la paix? Vous parliez tout à l'heure des opinions occidentales. On est frappé de voir à quel point le discours de Vladimir Poutine ressemble à certains discours d'extrême droite en Europe. Est-ce que vous considérez que vous avez des alliés dans les partis d'extrême droite en Europe? Mais pourquoi vous cataloguez un discours patriotique, purement patriotique, d'extrême droite? Quel est le lien? Pourquoi vous faites cet amalgame patriotisme et les extrêmes droites? Ça n'a rien à voir. Nationaliste, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais quand on agresse en notre pays, on n'est pas juste patriote, on est un peu plus, on est quand même nationaliste. Le mot nationaliste, ça n'existe pas, c'est pas vraiment un mot de notre langage. Pour nous, il y a un mot patriotique, patriotisme. Donc là, c'était un discours purement patriotique d'un président, d'un fils de son pays. Monsieur Makagonov, l'ambassadeur Riepert, ancien ambassadeur de France à Moscou dans les années 2013 à 2017, allait plus loin sur les liens entre le régime de Vladimir Poutine et les extrêmes droites européennes. Lui parlait d'enveloppes, d'argent que ces partis allaient chercher. Écoutez-le et vous pourrez réagir. Quand j'étais ambassadeur de France en Russie, personne n'ignorait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français d'un certain bord venaient et ne repartaient pas les mains vides. Voilà, il ne faut pas se raconter d'histoire, tout le monde le sait. Ça veut dire, pardon, des hommes politiques ou femmes politiques qui venaient à Moscou, chercher des financements de l'argent pour leur parti, oui. Du cash. Chercher de l'argent pour leur parti. Plusieurs partis? On ne va pas rentrer dans le détail. Mais plusieurs partis? J'ai dit ce que j'avais à dire. Non mais, Monsieur Makagonov, de qui parle-t-il? Mais si même l'ambassadeur lui-même ne dit rien de qui il parle, comment je peux vous dire, comment je peux vous répondre à votre question? Je n'étais pas là, je n'étais pas l'ambassadeur français et je n'ai aucune idée de qui il s'agit. Vous êtes premier secrétaire de l'ambassade de Russie en France. Oui. On ne peut pas douter une seule seconde que vous ne soyez pas le premier au courant de ce genre de choses. Vous savez, je ne sais même pas si ce genre de choses vraiment a eu lieu. Vous me demandez des choses qui peut-être n'existent pas. Demandez encore une fois à l'ambassadeur, peut-être il va vous dévoiler quand même ce secret un jour, si vous l'invitez encore une fois pour une interview. Comment est-ce que vous comprenez cette évolution? Dans la salle qu'on voyait tout à l'heure, on va voir les images à Moscou, il y a beaucoup d'anciens du FSB, beaucoup d'anciens du KGB. Certains ont l'âge sans doute, ils ont été communistes de cœur ou d'opportunité, ils l'ont été en tout cas. Et là aujourd'hui, ils tiennent ce discours, vous contestez le mot nationaliste, mais très anti-occidental, mais dans une tonalité qui n'est plus celle du communisme, qui est autre chose, qui est une tonalité que, ici en Europe, on considère comme réactionnaire, qu'on l'approuve ou non d'ailleurs, mais réactionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que je vois sur l'écran, il s'agit des gens qui font partie du gouvernement, des deux chambres du Parlement, d'autres personnalités de la société civile, du monde de la culture, etc. Donc c'est les gens qui soutiennent le pouvoir, les gens qui font partie du pouvoir. Voilà. Il y a une volonté d'en découdre. Ce soir, le président Vladimir Poutine dit « Il faut tourner la page de l'hégémonie occidentale. Le destin nous appelle sur le champ de bataille. » Quand on en arrive là, le destin nous appelle sur le champ de bataille.
est-ce que ça veut dire que, selon vous, il y a une forme de guerre mondiale? Mais écoutez, mais le champ de bataille, c'est une notion non seulement militaire, mais aussi diplomatique, politique, culturelle, humanitaire, etc. Quand il parle d'un nouveau monde, nous voulons dire que, c'est ce que je vous ai dit déjà, peut-être que nous assistons à une naissance d'un nouveau monde, un monde multipolaire, avec plusieurs pôles, avec les pays, avec les pays souverains, qui ont leur politique souveraine, qui se respectent et qui construisent leurs relations sur la base du respect mutuel, sur l'intérêt réciproque, et pas sur une hégémonie de quelqu'un qui impose cette hégémonie, qui impose son mode de vie, ses valeurs, etc. Est-ce qu'il vous arrive de douter la Russie, il n'y a pas si longtemps, on revoyait les images avec Jacques Chirac. Les relations étaient excellentes. La Russie commerçait le gaz, le pétrole, et on en est arrivé là. Est-ce qu'il vous arrive de douter sur l'aventure dans laquelle votre président vous a entraîné? Ce n'est pas la question des doutes de l'aventure, etc. C'est la question de ce moment. Il y a une prise de risque. C'est la question de ce moment historique dans lequel nous vivons. On aurait pu éviter tout cela si le monde occidental aurait manifesté une moindre volonté politique à régler le conflit intérieur en Ukraine. C'était le conflit intérieur, c'était le conflit pas entre la Russie et l'Ukraine ou qui que ce soit, c'était le conflit entre Kiev et Donbass. Monsieur, il y avait des accords de Minsk, il fallait juste les mettre en œuvre. Mais comment vous croire, quand bien même, de toute façon c'est l'histoire fiction maintenant, mais quand bien même l'Ukraine serait rentrée dans l'OTAN, vous pensez quoi? Que l'OTAN aurait attaqué la Russie? Écoutez, imaginez, l'Ukraine est dans l'OTAN. Ouais. L'Ukraine veut récupérer la Crimée qui est déjà, qui fait déjà c'est déjà le territoire russe. Bon, c'est l'article 5 qui... Ça veut dire que c'est une guerre... Alors c'est tout le temps... Vous estimez avoir fait une guerre préventive? Comme les États-Unis quand ils ont envahi l'Irak? Écoutez, tout d'abord, la Russie a appuyé tous les efforts diplomatiques pour s'entendre avec les États-Unis et avec l'OTAN sur ces garanties de la sécurité. On a rejeté complètement toutes nos propositions. C'était au mois de décembre, janvier. Et puis en février, lorsqu'on voyait déjà que les troupes ukrainiennes se massaient tout au long de la ligne de contact avec Donbass, et on savait très bien même la date où l'Ukraine allait attaquer le Donbass avec les rivières de sang dont je vous ai déjà parlé, parce qu'il s'agit de 3 millions de populations russes et russophones. Donc là, ça, c'est des procès d'intention. Personne n'a vu ça pour l'instant. Ce qu'on voit en revanche aujourd'hui, c'est la mobilisation. Combien d'hommes sont mobilisés en Russie aujourd'hui? Bon, je ne connais pas exactement le chiffre de mobilisés pour le moment, mais bon, en tout cas, l'objectif, c'est 300 000, vous le savez. 300 000 et davantage. Beaucoup d'informations. On va voir les images que nous recevons de Russie. Beaucoup d'informations nous indiquent que dans certains cas, les villages entiers sont pris, c'est-à-dire tous les hommes d'une génération. Est-ce que vous êtes frappé de ces images? On reçoit, et pardon, ce n'est pas du tout pour arriver des préjugés contre la Russie, mais c'est la réalité de cela. Hélène Carré-Dancos, qui était à votre place, le disait, par exemple, les phénomènes d'extrême pauvreté, d'alcoolisme, la misère de certains de ces bureaux de recrutement qui est visible là, le recours à des républiques lointaines qu'on va chercher parce qu'ils sont plus faciles à manipuler sans doute que des gens de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Non, mais je ne connais pas les détails. Je peux vous dire que chaque région a son quota des réservistes à mobiliser. Et bon, dans chaque région, il y a, disons, des spécificités qui appartiennent à ces régions. Bien sûr, il y avait des excès. C'est le président lui-même qui l'a reconnu. Voilà. Vous iriez vous battre vous-même? Darius, si je suis avec vous, je suis déjà sur la ligne de front. Je suis déjà en guerre en quelque sens. Vous êtes en guerre aujourd'hui? Oui, en guerre médiatique, en guerre pour la vérité, qui est la nôtre. Donc là, la réponse, c'est ça. Est-ce que vous êtes si sûr de ça, pardon, quand on voit les jeunes générations de Russes, j'en ai vu moi-même, y compris de gens proches du régime, qui se disent, tiens, quand même, petit à petit, le fait de ne plus pouvoir voyager, le fait de ne plus pouvoir commercer, il y a quand même une prise de risque pour votre pays qui est colossale. Vous savez, la prise de risque qui serait colossale pour notre pays, c'est de ne pas le faire plutôt. Parce que là, maintenant, nous avons de nouveaux territoires qui ont besoin de la protection renforcée, d'un nouveau dispositif militaire, sécuritaire, etc. Donc là, ce chiffre-là, ça correspond aux besoins du moment actuel. Le doute, pardon, j'aimerais que vous écoutiez cette séquence incroyable. C'est M. Solovyov, le représentant de la télévision russe. Il est le porte-parole des positions souvent les plus dures, souvent même plus dures, en tout cas ce qu'il affiche que le Kremlin. Et aujourd'hui, il avoue son doute sous une forme même, il en rajoute certainement, de déprime. Écoutons-le, vous réagirez. Тревожны, но реально тревожны. Там весь Запад. Поэтому у меня большая просьба к нашей
Армии? Ну, давайте уже. Начните, пожалуйста, воевать по уставу, как вы умеете, как вас учили. Давайте переходить к перечислению освобожденных населенных пунктов. Для этой цели что надо? Призвали в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек? Хорошо. Est-ce que c'est pas quand même la démonstration que quelque chose s'est cassé chez vous, c'est-à-dire que votre guerre ne fonctionne pas comme vous le pensiez? Il l'avoue. Non, mais pas du tout. Ah bah oui, là, on peut oui. tourner comme on veut, il l'avoue. Disons qu'il raisonne, qu'il réfléchit à haute voix. Tout simplement, c'est le cours de ses pensées, comment on pourrait améliorer certains dispositifs, etc., en ce qui concerne la mobilisation, qu'on pourrait aussi, disons, faire d'une manière plus organisée. Il y avait bien sûr des excès, des dérapages, on l'avoue, mais bon, en tout cas, avec le temps, ça va s'organiser et ça va aboutir aux objectifs fixés. Est-ce que de fait, vous n'avez pas constaté la puissance de l'OTAN, de la préparation de l'OTAN, du renseignement américain qui, décidément, en tout cas pour la guerre conventionnelle, est souvent supérieure au vôtre? Je ne suis pas militaire, je ne sais pas à quel point leur puissance de renseignement est supérieure à la nôtre, mais bon, en tout cas, le fait qu'ils fournissent des renseignements à l'armée ukrainienne pour que l'armée ukrainienne puisse frapper les villes, les villages, les bâtiments résidentiels, les écoles et les hôpitaux, mais bon, si ce renseignement sert à ça, vous savez... Bravo, qu'est-ce que je peux dire? Monsieur Makaganov, ce soir, on voit à quel point un cap a été franchi dans la dialectique, dans les discours du Kremlin, dans la référence historique, comme s'il y avait un regret même de l'Union soviétique. Vladimir Poutine dit « je ne veux pas restaurer l'Union soviétique », mais un regret de puissance. Écoutez-le et on parle de l'histoire que ça représente. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a décidé que le monde entier et que nous tous devrions toujours accepter le dictat, son dictat. En 1991, l'Occident comptait sur le fait que la Russie ne pourra plus se remettre d'aplomb après cette secousse et qu'elle se démembrera par elle-même. Nous nous rappelons bien les années 1990, froides, affamées, en détresse, mais la Russie a résisté. S'est renforcé et de nouveau a pris la place qui lui revient dans le monde. Et l'Occident recherchait et continue à rechercher une nouvelle possibilité de nous porter un coup. Il rêvait toujours de disloquer notre État, de semer la discorde entre nos peuples, de provoquer la pauvreté chez nous. Et ils ne peuvent pas accepter qu'il existe un si grand pays avec des ressources aussi riches, avec un peuple qui ne se soumettra jamais aux ordres étrangers. Monsieur Makaganov, est-ce que là, il ne porte pas lui-même la contradiction? Il l'a dit depuis 1991, il y a eu d'abord des crises très graves, mais ensuite la Russie s'était enrichie. La Russie devenait un pays qui, petit à petit, s'enrichissait. Et là, il y a ce recul quasi moyenâgeux dans la guerre et dans le crime. Il ne s'agit pas de recul. En fait, c'est la situation actuelle qui nous oblige à prendre telle ou telle décision. Si vous croyez que la Russie veut la guerre, si vous croyez que ça nous fait tellement plaisir de faire la guerre, vous vous trompez énormément. Parce que la guerre, pour nous, pour les Russes, c'est le dernier mot dans notre vocabulaire. On a eu vraiment tant de guerres dans notre histoire, 2 guerres mondiales au XXIe siècle, une guerre civile, 3 révolutions. Vraiment, pour nous, la guerre, c'est la chose absolument extrême. Et est-ce que ça n'est pas la continuité, en même temps de cette extrême violence? Lénine qui disait seule la violence règle les grands problèmes de la vie des peuples. Il n'y a plus rien de léniniste chez vous, j'imagine, mais est-ce que ça n'est pas la même histoire qui continue? Vous savez, il y a beaucoup de léninisme dans les démarches de l'Occident en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de léninisme, il y a beaucoup de bolchevisme même, parce que cette idéologie, ce zèle russophobe, cette envie de faire plier la Russie par tous les moyens, de faire mal à la Russie par tous les moyens, ce zèle de sanctions, ces salves interminables de sanctions qui servent à rien, qui sont absolument illégitimes, inefficaces et qui ne feront jamais plier la Russie, c'est ça le léninisme, c'est l'idéologie. En tout cas, c'est l'idéologie qui prime surtout, même sur le bon sens. Si on remonte à 89, 90, 91, est-ce qu'on n'assiste pas à une réalité terrible pour vous? C'est que ceux qui ont réussi leur coup, ce sont les Chinois. Regardez la Chine, puissante, commerçante,
qui pour l'instant ne s'est pas lancée dans des aventures guerrières comme cela, et qui, elle, en tout cas économiquement, prospère. Elle n'a pas encore été provoquée. Ça, c'est autre chose. Parce que dans la situation avec l'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis et leurs alliés, ils ont tout fait. Ils n'ont rien fait pour éviter le conflit, mais ils ont tout fait pour instiguer ce conflit. Vous avez peur qu'elle vous lâche, la Chine? Non, mais pas du tout. Comme a dit le tsar Alexandre III, que vous connaissez, parce que vous avez un très beau pont à Paris, qui porte son nom. Comme a dit Alexandre III, les meilleurs alliés de la Russie, c'est son armée et sa flotte, tout d'abord. Donc là, on compte surtout sur soi-même. Vous rappelez l'histoire, la Russie, pour défendre son territoire, l'Union soviétique d'ailleurs, c'était les Russes, mais aussi les Ukrainiens et tous les peuples, toutes les nations, a été d'un courage admirable. C'était quand elle défendait sa terre. Aujourd'hui, elle attaque une autre terre. Et on voit vos soldats qui n'ont pas l'air, dans tous les reportages qu'on voit, ils n'ont effectivement pas l'air très flambards, mais ils sont en situation d'agression. Est-ce qu'ils ne le ressentent pas? Écoutez, je ne sais pas de quel soldat vous parlez, mais il y a énormément d'exemples lorsque les gens ils savent très bien, par exemple, si on parle des mobilisés, ils savent très bien pourquoi ils vont là-bas, pourquoi ils vont rejoindre leurs confrères d'armes. Ceux qui sont déjà sur place, ils savent très bien pourquoi ils se battent. Ils se battent pour leur terre, pour que ce genre de conflit n'éclate jamais sur le territoire russe. Parce que si on avait raté cette occasion, ce serait comme en 1941, lorsque Hitler, on croyait jusqu'au dernier moment qu'il n'allait pas attaquer, donc finalement, il était au port de Moscou. Donc Monsieur là, Bakaganov, maintenant, il faut prévenir que guérir. qui gagnera à la fin? Aujourd'hui, bombardement à Dnipro avec des civils qui ont été tués. On se rappelle Izium il y a quelques jours. Là, une enquête est en cours et on verra ce qu'elle donne. Mais on se rappelle Mariupol, pardon. Et Mariupol, ce sont des images qu'on peut revoir où il n'y a même pas besoin de faire une enquête. Là, ces images parlent d'elles-mêmes parce que quand bien même, dans certains cas, il y aurait des contre-feux ukrainiens, c'est très possible qu'il y ait eu dans certains... Ce n'est pas chaque immeuble. Est-ce que ceux qui ont fait ça, d'une manière ou d'une autre, devront être jugés? Vous montrez ces images horribles de Mariupol ruinées grâce à ses défenseurs, entre guillemets défenseurs et entre guillemets grâce. Pardon, c'est le droit d'un peuple de se défendre. C'est le droit d'un peuple de se défendre. Écoutez, mais ils n'ont rien à voir avec le peuple. Ces défenseurs qui se cachent derrière les dos des civils, des femmes et des enfants. Quand vous défendiez Stalingrad, vous défendiez Stalingrad. Personne ne vous reprochait de défendre Stalingrad. Écoutez, défendre Stalingrad, c'est une chose, mais se défendre derrière les dos des civils, des femmes, des enfants et des vieux, que vous bombardez s'ils essaient de s'évacuer, ça c'est autre chose. Et là, vous savez bien que ça ne tient pas. C'est pas derrière chaque immeuble. Il est fort possible, et tous les bons reporters le disent, il est fort possible dans certains cas, il y ait des contre-feux ukrainiens. Ça n'est pas derrière chaque immeuble, et vous le savez comme nous. Vous montrez ces images horribles de Mariupol ruinées, mais je ne sais pas pourquoi vous ne montrez pas les images des immeubles qui sont bâtis déjà, les gens qui, heureusement, reçoivent les clés de leurs nouvelles appartes, les nouvelles écoles maternelles qui sont déjà construites, et tout cet immense chantier qui est en train de se mettre en place à Mariupol, qui sera dans quelques années une ville florissante. Ça veut dire que là, comme en Crimée, vous ne reculerez jamais? Non, mais c'est la Russie. À partir d'aujourd'hui, c'est la Russie. Comment on peut reculer? Reculer où? Et vous la défendrez centimètre par centimètre, y compris de façon nucléaire? Mais c'est la Russie. Comme a dit le président Poutine, en cas d'attaque contre notre territoire ou contre notre peuple, la Russie utilisera tous les moyens pour se défendre. Qu'est-ce que la Russie, si demain, Vladimir Poutine, M. Shoigu ou d'autres sont à La Haye sur le banc des accusés? Tout d'abord, si on parle de La Haye et si on parle du banc des accusés, il faut vraiment parler, si on est tellement honnête et sincère, des vrais coupables, des gens qui ont organisé les bombardements dans un grand nombre de pays, qui ont dévasté ces pays, qui ont tué des milliers de gens. Et on revient à ce que je vous ai déjà dit. On commence par l'ex-Yougoslavie, par les bombardements avec les bombes avec uranium appauvri, par exemple. On prend l'exemple de l'Irak aussi, des centaines de milliers de civils tués. Personne ne les a même jamais comptés, personne ne sait les chiffres exacts. La Libye qui est rasée de la carte du monde, d'autres pays aussi. Donc là, il y a de la place sur ce banc. Un dernier mot. Beaucoup d'invités sur ce plateau rappellent à quel point il y a une histoire intellectuelle, culturelle. Vous rappeliez Alexandre III. Tout à l'heure, une Ukrainienne rappelait Dostoïevski, qui sur le terrain pouvait être très nationaliste, mais enfin, Dostoïevski, quel grand écrivain. Quel ratage! Est-ce qu'il vous arrive vous-même de vous dire qu'il y a une part de responsabilité, de votre responsabilité devant l'histoire qui est effrayante? La responsabilité devant l'histoire,
on serait vraiment responsable devant l'histoire si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait finalement. Vous avez douté pendant cette guerre, depuis le début de cette guerre? Mais écoutez, depuis le début de cette guerre, pour nous, le problème c'est que pour vous, cette guerre a commencé hier, mais pour nous, cette guerre a commencé il y a 8 ans. Et tout ce que la Russie a commencé au mois de février, c'est justement pour mettre fin à cette guerre civile atroce, meurtrière et sanglante, et pour éviter une nouvelle guerre beaucoup plus grande en cas de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc la Russie, je répète, c'est la vieille formule. La Russie ne commence jamais les guerres, mais la Russie les termine. Monsieur Makagonov, dernier mot. On va accueillir le général Paloméros. D'abord sur la France, est-ce que vous considérez que la France a évolué? Ce soir, la France, elle est dans le concert de ceux qui refusent complètement votre annexion, qui la condamnent absolument et qui considèrent que jamais elle ne la reconnaîtra. Est-ce que la France est encore, selon vous, un pays distinct des autres pays, ou est-ce que vous la mettez dans le même sac de ce que Vladimir Poutine appelle ce soir l'Occident collectif? Vous savez, nous n'avons jamais considéré et nous ne considérons pas la France en tant que pays ennemi. Mais pour dire avec toute sincérité, en toute franchise, que la France est un pays ami aujourd'hui, c'est aussi, vous savez, ce serait un peu trop. Quand même, on espère que ce bagage historique, ce patrimoine historique dans nos relations va jouer son rôle. Et la France pourrait aussi jouer son rôle dans ce qui se passe en ce moment. Je condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijjia et Kherson. Il s'agit là d'une grave violation de droit international comme de la souveraineté ukrainienne, dit Emmanuel Macron. Oui, mais bon, c'est sa position à lui. Je veux dire, pour nous, ce n'est pas les commentaires des acteurs internationaux des pays ou des organisations, c'est surtout la volonté des gens sur place. Il est l'un des derniers à parler à Vladimir Poutine aussi régulièrement depuis si longtemps. Ce soir, Volodymyr Zelensky, c'est un des développements de la soirée, dit nous ne traiterons plus du tout avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous tenez à ce lien avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il vous apporte? Mais ce lien peut jouer un rôle, ça c'est sûr. Ce lien pourrait jouer un rôle. En tout cas, le fait que le dialogue continue, et le dialogue assez régulier, ça donne déjà cette porte de sortie. Vous voyez, cette petite possibilité, comme ce petit espoir, qu'on peut quand même, réunir tous nos efforts et arriver à une solution pacifique et diplomatique. Rejoignez-nous, Général Paloméros nous rejoint ici. On parlait de la France et la Russie et on va revoir ces images. Bonjour mon général. L'événement du jour, ce sont ces images de l'annexion qui est officialisée par Vladimir Poutine au Kremlin, qui appelle ici, là on est sur la place rouge, quand il appelle un triple hurrah pour dire que les habitants des républiques annexées reviennent dans le giron de la Russie, en tout cas selon ces mots. Ça, c'était la cérémonie juste avant au Kremlin. Général Paloméros, on vient de voir la position du président de la République. Du point de vue militaire, politique, est-ce que d'une moindre manière, ces territoires sont russes? La communauté internationale ne les reconnaît pas en tant que tels. Il faut poser la question à l'ONU. Je pense que le problème, c'est que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité, donc on n'ira sans doute pas très loin. On pourra regarder un peu quel est le nombre de pays qui s'expriment et comment ils s'expriment. Je crois qu'il y a quand même un principe qui est foulé aux pieds, c'est la charte même des Nations Unies. Et ce qui est très triste, c'est que ce soit par une puissance qui appartienne, une grande puissance, qui a fait partie d'emblée du membre permanent du Conseil de sécurité et qui jouait pleinement son rôle. Et est-ce que c'est la fin de quelque chose pour vous? Vous êtes d'une génération qui a vécu dans le lendemain de la guerre, dans le fait que l'Union soviétique était ennemie de la guerre froide, mais en même temps, elle était encore alliée de la victoire contre les nazis. On a l'impression que cet héritage-là, ce soir peut-être encore plus, est fini. Vous savez, moi, j'ai noué des amitiés avec l'armée de l'air russe. C'était plus qu'une amitié, c'était très proche. Le souvenir du Normandie-Niemen, ces pilotes français qui sont allés voler auprès de nos amis russes. Est-ce que Vladimir Poutine trahit cela? Cette amitié, elle me semble mise à mal. Je ne pense pas que les hommes eux-mêmes sont attachés à cette amitié. Je ne peux pas penser que ceux que j'ai rencontrés à l'époque ne le soient pas. Mais la voie dans laquelle on les entraîne
les amène dans une situation extrêmement délicate, à mon avis. Un mot là-dessus de réponse, M. Makagonov, avant que vous nous quittiez. En fait, vous avez mentionné Normandie-Niemen. Oui, c'est un très, très, très bon épisode de notre histoire commune et vraiment, on y tient beaucoup. Et moi, je crois, grâce à ça, parce que j'ai déjà dit, nous avons vraiment un bagage énorme, un bagage historique. C'est grâce à cela, peut-être, que nos relations vont quand même vont revenir à leur niveau vraiment digne de nos deux pays. On en est loin pour l'instant. Il faut rappeler que la justice française, les procureurs français aident l'Ukraine à documenter les crimes de guerre que la Russie a commis. On est très loin. Ce sera difficile de faire parce qu'ils font l'enquête sur quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Non, ça a eu lieu, bien sûr, mais de l'autre côté. Il faut quand même enquêter, il faut chercher de l'autre côté. Nous suivrons ces enquêtes et ces résultats aussi. Merci beaucoup, M. Makagonov, d'avoir été, je rappelle, vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris, premier secrétaire de cette ambassade. Merci beaucoup d'être là. On continue